À l'aube de l'humanité, les premières pensées de l'homme étaient tournées vers sa survie. Manger, se protéger du froid et des animaux. Puis l'homme découvrit la chasse, les grottes, le feu. À mesure qu'il s'acclimatait à son environnement, il apprenait également à se connaître. Alors, il découvrit la pensée. Mais qui furent les premiers vrais penseurs ? C'est à Milet, cité ionienne prospère et progressiste, que la philosophie grecque originelle serait née au début du VIe siècle avant Jésus-Christ. Après des débuts modestes mais novateurs, le mouvement finit par s'étendre à tout le monde antique, sans jamais cesser de gagner en créativité pendant près de 10 siècles. Au cours de cet âge d'or de la pensée, de nombreux courants émergent les uns après les autres. De l'idéalisme au matérialisme, de la science au mysticisme, du pragmatisme au scepticisme. Malgré la diversité de ces écoles, la philosophie grecque possède une unité. Chaque nouvelle phase semble découler naturellement et logiquement de la précédente. La philosophie grecque est restée relativement imperméable aux influences extérieures, ce qui explique qu'on la considère comme l'exemple le plus original et important du génie grec. On ne dira jamais assez l'influence qu'elle eut sur la pensée occidentale. La culture européenne tout entière est toujours profondément empreinte de sa terminologie, de ses méthodes et de ses questionnements. Mathématiques, métaphysique, théologie, théorie atomique, éthique, logique. Ces mots ne sont pas seulement des termes de grec ancien. Restés très proches des modèles originaux développés par les Grecs, ce sont les clés modernes qui nous permettent de définir l'expérience et de comprendre la réalité. Pour les Grecs anciens, la philosophie est une quête englobant toute la connaissance du monde, ce qui implique la compréhension de la place de l'homme dans ce monde. Mais qu'est-ce qui a bien pu inspirer une telle pensée à cette culture, à cette civilisation ? L'homme existait déjà depuis des milliers d'années. Alors qu'est-ce qui, à cette époque précise, a bien pu le pousser à réfléchir sur lui-même, son environnement et le sens de sa vie? Bien que les plus grands monuments de la Grèce antique, comme le Parthénon, aient subi les outrages du temps, les idées qui y sont nées sont aujourd'hui plus fortes que jamais. Alors remontons dans le passé, il y a des milliers d'années, au moment de l'avènement de la pensée moderne dans la Grèce antique, le berceau de la pensée. La philosophie grecque, et l'on peut dire la philosophie tout court, est née en Ionie, les 150 km de côte qui formaient autrefois la partie centrale du littoral occidental de la Turquie. La première colonie fut fondée ici au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Et à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, plusieurs d'entre elles étaient devenues des cités prospères et progressistes.
Elles réussissent en effet à se développer en paix pendant plusieurs siècles sans être sérieusement menacées par une puissance étrangère. Leur situation à la limite orientale du monde grec favorise les échanges commerciaux avec l'Orient et encourage les contacts enrichissants avec les autres peuples. Mais le plus important est l'état d'esprit engendré par leur histoire et leur position géographique. Les Ioniens sont libres de voyager et d'assouvir leur soif de curiosité concernant le monde. Ils ne sont soumis à aucun roi, à aucune autorité religieuse, et de toute évidence, leur prospérité résulte de leurs propres initiatives. Ce sont donc des hommes confiants et entreprenants, condition sine qua non d'un grand développement intellectuel. Mais avant la naissance de la philosophie, à quelles instances les Grecs se référaient-ils dans le doute? Dans l'Antiquité, les gens cherchaient auprès des dieux les réponses aux questions qui les tourmentaient. L'oracle était à la fois la réponse du dieu et le sanctuaire où les fidèles venaient l'implorer. Le plus célèbre de ces oracles était situé à Delphes, sur la pente sud du mont Parnasse. Là, une pierre sacrée était censée marquer le centre exact de l'univers. Au cours des siècles, de nombreux temples furent élevés à Delphes en l'honneur d'Apollon, dieu de la lumière, de la poésie et de la musique, mais aussi dieu de la divination. On venait de toute la Grèce pour apprendre l'avenir à travers la sagesse d'Apollon. Les pèlerins étaient tenus d'apporter une offrande. On construisit de magnifiques salles du trésor pour abriter les somptueux présents des rois, des États et des citoyens ordinaires. Mais ces salles furent pillées par les peuples qui envahirent la Grèce. L'empereur romain Néron aurait pour sa part volé près de 500 statues, mais 3000 autres furent sauvées. Les fouilles modernes ont mis à jour des ruines de temples, des morceaux de statues et des inscriptions historiques. Le plus connu des philosophes présocratiques est Pythagore, né vers 570 avant Jésus-Christ sur l'île de Samos. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, les artistes samiotes sont réputés pour leur inventivité et leur ingéniosité. C'est une société avancée du point de vue technologique qui nourrit le génie de Pythagore. Mais en 530 avant Jésus-Christ, Pythagore, âgé de 40 ans, s'exile pour des raisons politiques et trouve refuge sur l'île italienne de Crotone. Pythagore n'incarne pas seulement le sens politique ionien et le talent artistique samiote. Il fonde une communauté qui va bientôt devenir le premier foyer de philosophie des colonies grecques occidentales. Avant cela, l'Ionie était l'unique centre du progrès intellectuel. Désormais, un Ionien plein de talent allait planter les graines de la philosophie dans le sol fertile de la Grèce italienne. Sa doctrine cherche à la fois à établir une règle de vie et à expliquer le monde. Son influence gagne rapidement les autres cités de la région, où ses disciples s'installent bientôt. Et son enseignement se perpétue longtemps après sa mort, vers 495 avant Jésus-Christ. Qu'a donc apporté la pensée de Pythagore à la civilisation occidentale? À ses débuts, la doctrine possède une dimension religieuse et mystique qui réussit à combiner piété et science. Le philosophe et poète ionien Xénophane, contemporain de Pythagore, fait de lui ce portrait satirique dans un de ses poèmes.
Un jour, il croisa un homme qui battait un chien. Et pris de pitié, dit-on, il lui dit « Arrête de battre cet animal, car c'est l'âme d'un de mes amis. » Je l'ai reconnu en entendant sa voix. C'est certainement la référence la plus ancienne à Pythagore, et elle nous intéresse à plus d'un titre. Non seulement elle montre sa foi en la réincarnation, mais elle souligne aussi de façon pittoresque l'unité et la parenté de toutes les formes de vie, et exprime une certaine règle de vie. 2 points essentiels de la philosophie pythagoricienne. C'est à Pythagore que l'on attribue également l'invention de la gamme musicale. La lyre est un instrument à 7 cordes, dont l'apprentissage faisait partie de l'éducation chez les Grecs. Pythagore fut le premier à traduire la structure mélodique basique en chiffres simples, en utilisant les 4 premiers nombres entiers. Autrement dit, il exprime l'octave par des rapports numériques rationnels tels que 1 à 2, 2 à 3, 3 à 4. Cette découverte, toute simple, est importante parce que c'est un des premiers exemples d'une application pratique des mathématiques. Elle était aussi extrêmement satisfaisante pour l'esprit humain, car elle le confortait dans l'idée que le monde était un cosmos, c'est-à-dire un lieu ordonné, dont la structure pouvait être appréhendée par l'intelligence humaine. Pythagore était capable d'expliquer aux artistes le fondement de leur art par un simple raisonnement arithmétique. Ils avaient le talent, mais lui comprenait comment ils jouaient. Aristote, qui s'appuya plus tard sur les travaux des pythagoriciens, déclara « Il considérait que les principes arithmétiques régissaient toute chose. » Cette position remonte vraisemblablement à Pythagore et à ses disciples, car on imagine sans peine que la découverte de l'harmonie musicale ouvrait la voie à la découverte des secrets de la nature tout entière. La formulation arithmétique des principaux intervalles musicaux était aussi importante que la découverte de la composition élémentaire de l'eau, H2O. Les pythagoriciens avaient aussi mis au point une représentation spatiale des nombres sous forme de points disposés suivant des figures régulières, comme c'est toujours le cas sur les dés ou les dominos. Ils attribuaient à des séries de nombres impairs ou pairs des formes triangulaires, allongées et carrées, d'où le terme de racine carrée. Pythagore connaissait les progrès faits en géométrie et ses recherches sur les propriétés de nombres triangulaires et carrés pourraient bien avoir abouti à la formulation du fameux théorème de Pythagore sur le carré de l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Les pythagoriciens s'intéressèrent aussi à l'astronomie. Si l'on en croit certaines sources, Pythagore aurait été le premier à affirmer que la Terre était ronde. D'autres pythagoriciens suggérèrent que la Terre tournait à la fois sur son axe et autour d'un feu central, comme d'autres corps célestes. Bien que ces idées aient été rejetées en leur temps, elles servirent plus tard de fondement aux théories révolutionnaires de Copernic, l'encourageant à poursuivre son hypothèse en dépit de son apparente absurdité. Hommage remarquable à l'influence durable de Pythagore et de son école. La vie culturelle et intellectuelle du monde hellénique connaît un net tournant vers le milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est l'avènement de l'âge d'or de la pensée, ou siècle de Périclès.
qui coïncide avec l'accession au pouvoir de Périclès, à Athènes, en 460 avant Jésus-Christ. C'est durant cette période que la cité connaît ses plus grandes réformes démocratiques. Périclès, qui vécut de 495 à 429, fit promulguer une loi pour que la plupart des fonctionnaires soient rémunérés pour leur travail, de sorte que même les citoyens les plus pauvres étaient payés lorsqu'ils travaillaient pour l'État. Dans le domaine artistique également, l'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ connaît son apogée, avec l'édification des monuments de l'Acropole à l'instigation de Périclès. Composée de 3 temples dédiés à Athéna, déesse protectrice de la cité, l'Acropole est enclose d'un mur où on peut encore voir des vestiges de maçonnerie de la période mycénienne. Une entrée monumentale et propylée conduisait jusqu'à l'enceinte. À l'intérieur, des vestiges de constructions plus anciennes côtoyaient les nouvelles, dont le prestigieux Parthénon, à la fois salle au trésor où l'on entassait les richesses de la cité et temple dédié à sa protectrice. Sa construction débuta en 447 avant Jésus-Christ. Tous ces nouveaux bâtiments étaient ornés de magnifiques statues, mais celle du Parthénon était d'une splendeur exceptionnelle. C'est également sous Périclès que l'Assemblée du peuple, l'Ecclésia, devient le fondement de la société démocratique. Étant composée uniquement de citoyens libres, on peut dire que la démocratie athénienne était exclusive et quelque peu limitée. Mais c'était alors le système politique le plus évolué du monde grec, voire du monde entier. Pour la première fois, le peuple était autorisé à prendre son destin en main, reconnaissant la volonté de la majorité comme autorité suprême. Cette liberté stimule le mouvement philosophique. C'est l'âge des doutes et des questions, mais aussi l'âge où des penseurs influents prônent vigoureusement les valeurs humanistes. Il est donc logique que le mouvement gagne en force à mesure que croît la liberté individuelle. De plus, ce mouvement intellectuel devient de plus en plus critique vis-à-vis des conventions et de l'autorité. Une scission importante se fait bientôt entre les croyances religieuses traditionnelles et la science ionienne progressiste, qui inquiète les politiciens conservateurs. Mais dans son ensemble, le mouvement se préoccupe moins du monde de la nature que du monde des affaires humaines. À sa tête, on trouve principalement un groupe de maîtres appelés les sophistes, dont l'objectif principal est d'aider leurs élèves à réussir dans le domaine public plutôt que dans celui de la spéculation théorique.
Le plus célèbre de ces sophistes est aussi un des penseurs les plus influents que l'Occident ait jamais connu. Socrate. Né à Athènes en 470 avant Jésus-Christ, Socrate est issu d'une famille modeste. Sa mère est sage-femme et son père sculpteur. Comme lui, Socrate apprend la sculpture, mais il ne travaillera jamais vraiment. Bien que pauvre, il se marie et fonde une famille. Il ne quittera presque jamais Athènes, à l'exception de sa période de service militaire, et consacrera toute sa vie à servir généreusement les intérêts de la cité. L'État le remercie de son dévouement en le condamnant à boire la ciguë à l'âge de 71 ans pour impiété et corruption de la jeunesse. La position centrale de Socrate dans l'histoire de la philosophie devient plus claire quand on le compare aux autres sophistes. Ils partagent leur approche humaniste des choses, mais ne s'intéressent ni à la réussite matérielle, ni au progrès politique. Comme eux, il est convaincu des vertus de l'éducation, mais pour lui, seule la maxime « connais-toi toi-même » a une réelle valeur. Les sophistes laissèrent de nombreux manuels. Socrate n'écrivit jamais une seule ligne. Estimant qu'il n'avait pas la moindre doctrine à transmettre, il se contenta de professer une attitude nouvelle et critique face à l'existence. Sa conception de la philosophie est très clairement exprimée dans les dialogues platoniciens de l'apologie de Socrate. Je ne cesserai jamais de philosopher, d'exhorter tous ceux que je rencontrerai, en disant, à ma manière habituelle, « Toi, le meilleur des hommes, toi qui es athénien et qui appartiens à la cité la plus grande et la plus renommée pour sa sagesse et sa puissance, n'as-tu pas honte de te soucier de ta fortune et des moyens de l'accroître le plus possible, de ta réputation et des honneurs, tandis que la pensée, la vérité, ton âme et les moyens de la rendre meilleure, tu ne t'en soucies pas et tu n'y penses même pas. Et si l'un d'entre vous proteste et prétend s'en soucier, je ne le lâcherai pas et ne m'en irai pas non plus, mais je l'interrogerai et je le réfuterai. » La phrase rituelle qui ouvrait toute discussion socratique était « Examinons ensemble le problème ». Il amenait son interlocuteur à lui dire ce qu'il pensait, plutôt que de lui dire quoi penser. Mais cette conversation avait toujours un objet précis. Socrate était un penseur rigoureux, qui insistait sur une approche méthodique des problèmes éthiques, principal objet de sa réflexion. Ces questions avaient pour but de parvenir à une vraie compréhension des vertus morales, comme l'amitié, la piété, le courage. Il amenait un membre du groupe à expliquer ce que ces mots signifiaient pour lui. Quelle que soit la réponse, elle était acceptée comme une définition temporaire et soumise à l'analyse et à la critique de Socrate. Ensuite, il argumentait pour prouver que cette définition provisoire ou hypothèse n'avait aucun fondement vrai. Cette méthode aporétique de Socrate, basée sur un échange questions-réponses, est une étape essentielle du cheminement qui aboutit à l'émergence d'une science de la logique formelle. Normalement, cette discussion mène à une impasse, où toutes les hypothèses avancées par le groupe sont réduites à néant, plongeant les disciples en pleine perplexité. Pour Socrate, c'était la meilleure façon de libérer l'esprit des gens des opinions fausses et de les amener à une connaissance sûre. Socrate est le premier à avoir placé la question de l'éthique au cœur de la pensée grecque. Une question qui, après lui, tiendra toujours une place dominante dans les différentes écoles philosophiques.
Au cours de la génération suivante, les penseurs les plus influents se réclameront tous de l'école socratique, allant jusqu'à adopter divers aspects de la pensée et du mode de vie de Socrate. À partir de Socrate, on atteint une nouvelle étape dans l'histoire de l'éthique et de l'éducation, qui met en avant l'importance de la vie intérieure et de la culture spirituelle. On y retrouve également, poussé à l'extrême, le mépris socratique pour tout ce qui est matériel dans la pensée des cyniques et des stoïciens, principe qui fusionnera plus tard avec le christianisme. Que gagne un homme à jouir du monde entier s'il perd son âme? Voilà une interrogation socratique reprise par l'Académie de Platon, où les mathématiques et l'astronomie vont connaître des progrès considérables. Un fossé séparait alors les scientifiques et les socratiques. Fossé que Platon cherche à combler en s'inspirant à la fois de Pythagore et de Socrate, grâce à son emploi fidèle et efficace des souvenirs, des méthodes et des idéaux socratiques. Né en 427 et mort en 347 avant Jésus-Christ, Platon descend d'un des premiers rois d'Athènes par son père et du célèbre homme d'État Solon par sa mère. Socrate est un ami de sa famille et le jeune Platon le côtoie très tôt. Il suivra son enseignement de 408 jusqu'à la mort de Socrate en 399 avant Jésus-Christ. Alors qu'il se destine aux affaires publiques, il s'en détourne, révolté par l'exécution de Socrate par les démocrates, revenus au pouvoir après la guerre. À ses yeux, ces derniers sont aussi corrompus que les Spartiates, et la politique athénienne ne lui offre aucun avenir. En 386 ou 385 avant Jésus-Christ, à Athènes, Platon crée l'Académie, une école d'enseignement permanent. L'Académie va devenir le modèle de tous les collèges et universités fondés ultérieurement. Platon acquiert une vaste propriété comprenant un gymnase et y installe une école destinée à prodiguer une éducation philosophique à une nouvelle race de dirigeants du monde grec. Les bâtiments qu'il a achetés sont transformés en salles de lecture, en résidence et même en réfectoire. Platon est le premier directeur de cette école, qui attirera autant les philosophes confirmés que les jeunes étudiants. Mais à la différence de Socrate, Platon écrit énormément. Pendant plus de 50 ans, il rédige et publie de nombreux ouvrages variés, plaisants et d'une grande portée philosophique. On peut clairement suivre son évolution en tant que philosophe à travers la trentaine d'écrits qu'il a laissés. La plupart sont des dialogues, et même s'ils font intervenir d'autres personnages réels, le personnage principal en est Socrate. Même si aucune date de publication n'est connue, on distingue les premières œuvres, les œuvres intermédiaires et les dernières œuvres. L'influence socratique est évidente dans les premiers dialogues, qui traitent largement du problème de l'éthique en présentant Socrate comme le maître de la discussion. Dans les dialogues intermédiaires, si Socrate mène toujours la réflexion, il devient de plus en plus le porte-parole de Platon lui-même, un intermédiaire bien établi par lequel Platon fait passer ses propres idées. La République, l'œuvre essentielle de Platon, fait partie de ces dialogues. Elle traite de la nature de la justice et des institutions de la société. Par bien des aspects, Platon dépeint là une société idéale utopique. Mais il examine aussi toute la batterie des connaissances humaines, le but et le contenu de l'éducation et la nature de la science.
Dans sa majeure partie, c'est un essai d'éthique générale qui distingue 3 types de caractères. Le philosophe, qui consacre sa vie à la poursuite de la sagesse. L'hédoniste, qui recherche uniquement le plaisir et la satisfaction de ses désirs. Et l'homme d'action, qui vise la reconnaissance de ses talents pratiques. Dans les dernières œuvres de Platon, enfin, Socrate n'apparaît plus que rarement, et la pensée exprimée est purement platonicienne. Cet extrait d'une des premières œuvres de Platon, Gorgias, montre sa conception de l'éthique. Dans ta façon de voir, le coupable qui n'est pas puni s'estimera heureux. Dans ma façon de voir les choses, quand on agit mal et qu'on est coupable, on est malheureux de toute façon. Mais on est encore plus malheureux si l'on n'est ni puni ni châtié par la justice des dieux ou celle des hommes. Au scepticisme de son temps, Platon oppose une foi inébranlable dans la possibilité d'une connaissance réelle. Il pense que 2 conditions sont nécessaires pour atteindre la connaissance. Son objet doit être immuable et accessible directement par l'esprit. La philosophie de Platon couvre de nombreux domaines, dont la théorie de la connaissance citée précédemment, une théorie de l'éthique, une théorie de l'État développée dans la République, et une théorie de l'univers, ou théorie des 2 mondes. Un monde sensible, où tout change, et un monde intelligible, où les idées immuables sont la seule vraie réalité. Les idées sont donc l'archétype de la réalité, d'après lesquelles sont formés les objets du monde sensible. L'influence de Platon sur la pensée humaine a été telle que pour Alfred North Whitehead, philosophe du XXe siècle, toutes les philosophies ne sont que des notes au bas des pages de Platon. Tout au long du 5e siècle avant Jésus-Christ, un nouveau genre de poésie lyrique se développe parallèlement au progrès philosophique. À la différence des œuvres des poètes plus anciens, cette poésie lyrique, à la gloire des dieux et des héros, exprime l'âme d'un peuple tout entier. Ces poèmes sont récités par des chœurs au cours de grandes cérémonies religieuses, en particulier les Dionysies, fêtes célébrant le culte de Dionysos, dieu du vin, de la fertilité et de la joie. À partir de ces odes et cantates héroïques, un nouveau genre de tragédie se développe. Un ou plusieurs acteurs y incarnent des personnages célèbres de légende, opposés au chœur. Les tragédies d'Échille, de Sophocle et d'Euripide sont des méditations obsédantes sur la folie des passions déchaînées et de l'abus du pouvoir. Jouées lors des Dionysies, elles modéraient le comportement des hommes politiques et promouvaient les travaux de la nouvelle démocratie. La comédie fait son apparition légèrement plus tard. Les premières pièces d'Aristophane datent de 427 avant Jésus-Christ. Ces farces satiriques dénonçaient vigoureusement l'abus du pouvoir et commentaient avec férocité le cours des événements. Aristote est le plus célèbre disciple de Platon, bien qu'il s'écarte de l'enseignement de son maître sur de nombreux points. Ses écrits sur la nature en font le premier véritable scientifique de l'histoire, même si bon nombre de ses conclusions se sont révélées fausses depuis. Son œuvre est telle qu'avec Platon, il est considéré comme l'un des plus grands penseurs de l'Antiquité. Mais il s'éloigne de Platon quand il affirme que le monde matériel est réel et non une création de formes éternelles. L'objet réel est à la fois forme et matière, qui déterminent ensemble la façon dont il évolue et change. Aristote est également considéré comme le père de la logique formelle. Né en 384 et mort en 322,
il est issu d'une famille aisée. En outre, son père est le plus grand médecin de Macédoine, ce qui explique peut-être qu'il se soit tant intéressé à la biologie. À 17 ans, il se rend à Athènes pour étudier à l'Académie, où il restera pendant 20 ans. Impressionné par son intelligence brillante, Platon le surnomma « le cerveau ». Aristote a d'ailleurs certainement influencé son maître, car l'argumentation serrée de certains des derniers dialogues de Platon dénote une logique purement aristotélicienne. Aristote éprouva toujours un profond respect pour Platon, même s'il en vint à critiquer et rejeter la théorie platonicienne des formes. L'effort que lui coûta ce rejet se traduisit dans cette remarque. L'amitié et la vérité me sont toutes deux chères, mais c'est un devoir sacré que de préférer la vérité. Après la mort de Platon, en 347 avant Jésus-Christ, Aristote quitte Athènes. Il séjourne pendant un temps à Assos, puis à Lesbos, où il effectue des recherches zoologiques. En 343 avant Jésus-Christ, Philippe II de Macédoine lui confie l'éducation de son fils Alexandre, alors âgé de 14 ans. Pour son jeune élève, il compile des ouvrages sur la monarchie et les colons. Et si l'on en juge par le règne d'Alexandre, cette partie de son éducation aura trouvé un écho considérable. Ainsi Socrate enseigna à Platon, qui enseigna à son tour à Aristote, qui fut lui-même le précepteur d'Alexandre le Grand. Ce sont certainement les hommes les plus célèbres liés par une telle relation de maître à élève. Que donnerait la rencontre imaginaire de ces quatre personnalités? Examinons ensemble le problème. S'agit-il d'un problème moral? S'agit-il d'un problème logique? Le problème, c'est que j'ai beaucoup appris de vous tous, mais malgré tout, je dois vous vaincre. Voilà encore qu'un peu simplifiées les conceptions défendues par chacun d'entre eux. L'éducation d'Alexandre par Aristote se poursuivit jusqu'à sa nomination comme régent en 340 avant Jésus-Christ. Mais il n'oublia jamais son précepteur. Et selon la tradition, il fit don d'une grosse somme à la nouvelle école d'Aristote, le fameux lycée, ouvert par Aristote à Athènes en 335 avant Jésus-Christ, peu de temps après l'accession au trône d'Alexandre. Tout comme l'Académie, le lycée occupe un vaste site à l'extérieur de la cité. Si son organisation reprend le modèle de l'Académie, l'institution est dès le début davantage tournée vers la recherche. Aristote insiste sur l'importance de constituer une collection de matériaux qui formeront le point de départ de toutes sortes de recherches. C'est ainsi que le lycée acquiert des manuscrits, des cartes et de nombreux spécimens d'animaux. Alexandre aurait largement contribué à cette partie des travaux de l'école en lui envoyant des spécimens rares capturés dans tout son royaume. Le matin, Aristote enseignait à ses élèves avancés en se promenant dans les jardins du lycée. Ce qui valut à l'école le surnom d'école péripatéticienne, c'est-à-dire où l'on se promène. Il guidait les recherches de ses élèves dans tous les domaines de la connaissance. Il disséquait des animaux et étudiait les mœurs des insectes. La science de l'observation étant toute nouvelle pour les Grecs, le manque d'instruments ralentissait leurs recherches. La définition et la classification de tous les domaines de la connaissance a été une des contributions les plus importantes d'Aristote à la philosophie. Il distingua la physique, la métaphysique, la psychologie, la rhétorique, la poésie et la logique.
posant ainsi les fondations de la majeure partie des sciences modernes. L'influence du lycée se poursuivit jusqu'au IIe siècle après Jésus-Christ. Aristote lui-même meurt en 322 avant Jésus-Christ dans la ville de Chalcis. La mort d'Alexandre avait provoqué une flambée de manifestations anti-macédoniennes et Aristote avait été contraint de quitter Athènes. Comme il le déclara avec humour, il s'était retiré au cas où les Athéniens auraient été tentés de pécher 2 fois contre la philosophie en l'exécutant, comme Socrate. La soudaine expansion du monde grec, due aux conquêtes d'Alexandre, entraîne alors une sorte de vide religieux et culturel. Les traditions et les dieux anciens ont de moins en moins d'importance au regard des nouvelles rivalités des grandes puissances politiques. Les gens ont besoin de nouveaux repères, de nouvelles croyances. Et c'est dans ce contexte que s'inscrivent 2 nouveaux courants philosophiques, le stoïcisme et l'épicurisme. Ces 2 systèmes de pensée nés à Athènes au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ connaissent un épanouissement rapide et général avant d'essaimer dans l'Empire romain à mesure que ce dernier étend son hégémonie à l'Est dès le IIe siècle avant Jésus-Christ. Tous 2 sont des compilations extrêmement riches et structurées d'idées puisées dans les trésors de la pensée grecque qui les a précédés. Ces 2 courants, basés sur l'éthique et centrés sur l'individu, tentent de résoudre par la raison les problèmes qui opposent l'homme à son environnement et affirment détenir la formule d'une existence heureuse et comblée. Un 3e courant se développe durant cette même période hellénistique, le scepticisme. Comme son nom l'indique, cette école se développe en partie par réaction aux idées dogmatiques des autres courants. Elle aussi promet la paix de l'esprit à ceux qui refusent de se consacrer à la quête d'une connaissance considérée comme inaccessible. Ces 3 écoles hellénistiques continuent de jouer un rôle jusqu'en 31 avant Jésus-Christ. Et au IIIe siècle après Jésus-Christ, la pensée de Platon connaît un regain d'intérêt. On assiste à l'émergence d'un nouveau courant, le néoplatonisme, dont la figure la plus significative est Plotin. Mais la naissance du christianisme et l'importance des nouvelles religions finissent par reléguer à l'arrière-plan la philosophie grecque antique. Le néoplatonisme est l'ultime résurgence créatrice du mouvement vers une connaissance philosophique du monde. Il est intéressant de noter qu'il possède sa propre explication de la théologie d'un être suprême. Le système est l'affirmation énergique d'un monde invisible de l'esprit qui domine et soutient le monde matériel. C'est un mélange remarquable de rationalisme, d'imagination poétique et d'aspiration spirituelle. À la question d'Aristote, « Qu'est-ce que l'être ?» Plotin et ses disciples répondent « Le bien » ou « l'un » qui transcende toute chose perceptible et intelligible. C'est l'apogée mystique d'un système qui découle de l'expérience personnelle de son fondateur. Mais le système dans son entier ne repose pas uniquement sur une foi aveugle. Toutes ces articulations sont discutées et agencées de façon parfaitement rationnelle. Il donne une image générale et édifiante de l'un, de l'âme et du monde. Mais à la différence du christianisme, sa théologie est fondée sur la raison plutôt que sur la révélation. Beaucoup virent dans ce système philosophique une menace pour le christianisme, dont l'influence grandissante marqua le déclin de la pensée grecque. Si l'on considère la philosophie grecque dans son ensemble, on constate que de nombreux mouvements sont nés de la pensée socratique et du besoin de suivre l'argument où qu'il mène.
Du premier au dernier, les penseurs grecs ont gardé une foi inébranlable dans la capacité de la raison humaine à découvrir la vérité en toutes choses. Même chez les sceptiques, le rejet des certitudes est fondé sur une argumentation rationnelle. Une des plus grandes gloires de la philosophie grecque est d'avoir attisé le feu de la raison et repoussé dans les ténèbres les peurs superstitieuses. Mais le rationalisme n'a pas toujours conduit à l'agnosticisme. En fait, ce fut même rarement le cas. À mesure que la pensée se développait, le principal courant de spéculation s'orientait de plus en plus vers une interprétation théiste du monde. Platon croit en un être suprême, créateur et père de cet univers. Le dieu d'Aristote, lui, est pure forme. Les stoïciens, bien que matérialistes, considèrent que la matière du monde est pénétrée et activée par la raison divine. Mais en dépit de la logique et de la rationalité de ces systèmes, c'est une nouvelle croyance qui règne sur l'Occident. Ce qui n'amoindrit en aucune façon l'influence des philosophes grecs sur la civilisation occidentale. Elle est tout simplement incroyable. Car même si les bâtiments et les constructions de pierre se sont écroulés, les idées et les philosophies sont toujours bien vivantes. Et alors que le soleil descend sur les ruines de la Grèce antique et que la pierre retourne inexorablement à la poussière, nous ne pouvons nous empêcher de penser.